Bienvenue dans la traditionnelle première vidéo de l'année concernant cette fois les meilleurs effets spéciaux de 2024. J'ai recensé 48 films, sortis aussi bien au cinéma que sur les plateformes de streaming, qui contiennent un certain nombre d'effets pratiques et numériques en tout genre. J'en ai sûrement oublié plusieurs puisque je ne peux pas tout voir, mais en général j'arrive plutôt bien à sentir ceux qui ont le potentiel d'être dans mon classement. Comme l'année dernière, il s'agit d'un top 8, ce qui ne veut évidemment pas dire que les autres ne valent pas le coup d'œil, c'est simplement qu'il n'y a que 8 films qui m'inspirent un commentaire. D'ailleurs, j'en profiterai en fin de vidéo pour passer vite fait en revue certains films que je n'ai pas mis dans le top. Le principe de cette vidéo est de parler des effets spéciaux qui m'ont le plus intéressé dans l'année. Le classement est évidemment très subjectif, et j'ai toujours choisi une approche que j'estime beaucoup plus cinématographique que technique. Souvent, on va juger les effets selon leur niveau de réalisme ou leur complexité, ce qui selon moi sont des critères purement techniques qui ne reflètent que partiellement la manière dont les effets vont impacter le spectateur. Ce qui m'intéresse le plus est la manière dont les effets spéciaux servent la narration, c'est-à-dire ce qu'ils racontent, mais aussi comment ils sont racontés. Le point clivant dans mon raisonnement est que finalement la qualité du film, ou plutôt mon avis subjectif sur le film, va forcément avoir un impact sur la manière dont je perçois les effets spéciaux. Certains trouveront peut-être ça injuste de ne pas parler d'effets très réussis uniquement parce que je n'ai pas aimé le film, et je peux le comprendre, mais se concentrer seulement sur la représentation technique ne sera déjà pas plus objectif, nous fera oublier que tout ce qui compose un film est là pour raconter une histoire, et surtout dévalorisera tous les films qui donnent un sens particulier à leurs effets spéciaux. Cela dit, je peux parfaitement mettre dans mon top un film que je n'ai pas aimé, tant qu'il raconte quelque chose et qu'il a de la personnalité, tout en ayant des effets intéressants évidemment, c'est quand même le cœur du sujet. Le but n'est pas de parler des films les plus réussis techniquement parlant, mais de ceux que j'estime être les plus intéressants. Mon classement se base donc sur un mélange totalement subjectif de nombreux critères, comme la manière dont c'est mis en scène, le fait que ce soit en réel ou en numérique, la place des effets dans l'histoire, et bien sûr l'originalité, la qualité et la complexité qui jouent quand même un rôle important selon les contextes. Vous noterez que j'utilise le terme effets spéciaux pour englober tous les types d'effets, allant des prothèses jusqu'au CGI, en passant par les maquettes et tout ce qui peut être réalisé sur un tournage. Je pourrais tout à fait avoir deux classements, un pour les effets pratiques et l'autre pour les CGI, mais encore une fois je ne souhaite pas avoir une approche purement technique, mais plutôt considérer les effets spéciaux par le prisme narratif, c'est-à-dire comment une multitude d'outils à disposition du réalisateur peut raconter son histoire, chacun avec ses avantages et ses inconvénients, en sachant que le choix des outils n'est pas anodin et va forcément donner une personnalité au film, influencer son esthétique et le ressenti du spectateur. Mes choix sont très souvent à contre-courant des films sélectionnés dans les cérémonies de récompense comme les Oscars, mais au moins ça permet de créer de la surprise et peut-être vous faire découvrir des films. Sur ce, c'est parti pour le top 2024 avec en 8ème position Blue et compagnie, réalisé par John Krasinski. Le réalisateur des deux premiers Sans un bruit, qui avait déjà atterri dans mes tops les années précédentes, revient avec Blue et compagnie, un film avec des ficelles émotionnelles un peu trop grosses pour que ça fonctionne sur moi. En revanche, j'ai été séduit par la créativité des effets numériques, avec des designs cartoon qui cherchent à garder une certaine forme de photoréalisme. Il y a notamment une séquence onirique qui m'a particulièrement plu et a fait basculer le film dans mon top. J'ai complètement eu l'impression de regarder un Pixar en live action, aussi bien dans l'histoire que dans l'esthétique des personnages, à commencer par Monstres et compagnie, et surtout Vice Versa qui a sûrement dû être une grosse inspiration, d'autant que le réalisateur a carrément repris le compositeur, Michael Giacchino, qui livre une partition avec la même énergie. Dans l'ensemble, le film est rempli de personnages numériques dans des décors réels, ce qui offre un gros travail d'intégration de la 3D, avec de nombreuses interactions, direction de regard et autres jeux de lumière. Je n'ai pas été emporté par l'émotion du film, mais j'ai apprécié la douceur de l'ensemble, et surtout le fait que les CGI soient au service de l'imagination, dans leur représentation des amis imaginaires et des séquences plus oniriques qui n'hésitent pas à aller dans l'abstrait pour exploiter le potentiel du numérique de manière ludique. En 7ème place, Beetlejuice, réalisé par Tim Burton. Le retour de Tim Burton, 5 ans après Dumbo sorti en 2019, dans un univers familier pour réaliser la suite d'un des films les plus artisanales des années 80. À l'annonce du projet, j'étais très curieux de voir quelle direction le film allait prendre en matière d'effets spéciaux, car soit il prenait la route du tout numérique, ce qui aurait été stupide, soit il restait dans la continuité des techniques de l'époque, ce qui aurait été très audacieux. Et bien le résultat se trouve entre les deux.
Les interviews de Tim Burton et de tout le casting répétaient sans cesse qu'ils souhaitaient retrouver les effets pratiques du premier film et limiter les CGI. La réalité du terrain est que les VFX sont évidemment légion, à peu près 1200 plans truqués, mais il faut reconnaître que la base des CGI, donc des éléments créés entièrement en 3D, part très souvent d'un élément réel. Un bon exemple est l'assemblage du corps de Dolores, réalisé sur le tournage avec des doublures pour les différents membres qui se baladent. Les corps des doublures sont effacés, puis les extrémités des membres sont ajoutées en 3D, tout comme des morceaux de corps ou bien des raccords entre deux membres qui se rapprochent. Les mini-têtes sont toujours des costumes, marionnettes et animatroniques, ce qui est vraiment très cool. Le bébé Beetlejuice est une marionnette avec un gros travail pour effacer les câbles et recrée parfois ses bras ou ses jambes en 3D pour améliorer les mouvements. A priori, il n'y a pas eu d'animation 3D de son visage, hormis de l'humidité dans ses yeux, des taches de vomi et des mouches qui gravitent. L'excellente nouvelle est le retour du stop motion, réalisé par l'inégalable studio britannique Mackinnon & Saunders, déjà à l'œuvre sur Les Noces funèbres, Frankenweenie ou encore plus récemment le Pinocchio de Del Toro. On a d'abord une séquence entière en stop motion de crash d'un avion avec option Les Dents de la Mer, et surtout le Ver des Sables, icône du premier film, qui est toujours en stop motion mais avec une dose de VFX pour effacer les câbles et armatures gênantes, ainsi que le fond bleu. En revanche, si la créature est bien réelle, toutes ces interactions sont virtuelles, comme avec les destructions de décors ou les simulations de sable par exemple. L'environnement de sable est également numérique, tout comme la morsure de requin de Charles Dietz, les visages d'influenceurs qui se déforment. Bref, le film regorge de petits et grands effets à droite à gauche. En tout cas, il est dans la continuité bordélique et absurde du premier, et je dirais qu'on est à peu près sur du 50-50 entre le pratique et les CGI, ce qui est un ratio tout à fait satisfaisant pour ce type de film, mais très loin d'un supposé retour aux sources clamé haut et fort à sa sortie. En 6ème position, Pauvre créature, réalisé par Yorgos Lanthimos. Excellente surprise que cette réinterprétation féminine du mythe de Frankenstein, réalisée par le Monsieur Fisheye, puisqu'en effet Yorgos Lanthimos expérimente déjà depuis quelques films les ultra courtes focales, conférant à ses œuvres une esthétique très singulière. En l'occurrence, dans Pauvre créature, il y a une très grande utilisation d'une focale 8 mm, ce qui donne des distorsions visuelles gigantesques et inhabituelles pour mieux représenter un univers complètement surréaliste. La grande réussite de ces effets surréalistes est qu'ils sont matérialisés par une multitude de techniques et de technologies. Le film est tourné en pellicule et en noir et blanc pour se rapprocher de l'esthétique des années 20 et 30, tout en incorporant des technologies très modernes. Il y a des nombreuses miniatures pour représenter un bateau en mer, les villes de Lisbonne, d'Alexandrie, Paris et Londres. Les ciels sont surstylisés numériquement pour leur donner un effet presque aquatique. Il y a des écrans LED sur beaucoup de séquences, précisément 11 écrans qui affichent un rendu 3D précalculé en 24K. En réalité, les écrans sont quasiment toujours remplacés en post-prod pour ajouter un environnement plus travaillé et cohérent. Ils permettent surtout pendant le tournage d'avoir un décor présent pour les acteurs et de minimiser quand c'est possible la présence de fond bleu ou vert qui va représenter du vide et peut-être générer des retours de lumière indésirables, comme en témoignent également les toiles de fond sur certains décors. Il y a également des animaux hybrides, avec une volonté d'avoir un maximum d'animaux réels. Ce sont alors différentes prises de différents animaux, mixées entre eux avec des éléments en 3D pour faciliter la liaison et les raccords. Le studio Union VFX s'occupe de la très grande majorité des plans, à peu près 177. L'esthétique est très particulière et peut en rebuter certains puisqu'elle sonne naturellement fausse, mais elle mérite d'être singulière et surtout soutenue par son histoire et ses choix de mise en scène. Son aspect kitsch peut devenir une qualité à partir du moment où il fait partie d'un ensemble. La pluralité des techniques utilisées est parfaitement cohérente et en harmonie avec le personnage principal, en quête de découverte, d'insouciance et d'expérimentation en tout genre. Pauvre créature devient alors un monstre de Frankenstein, aussi bien sur le fond que sur la forme. En 5ème place, Dune, 2e partie, réalisée par Denis Villeneuve. J'ai fait l'effort de revoir le premier avant d'aller voir le second, mais globalement il n'y a rien à faire, j'ai un véritable blocage avec ces deux films, c'est presque physique tant leur aspect clinique et dénué de vie m'empêche de m'attacher à l'histoire. J'ai quand même davantage apprécié ce second film et je trouve que les personnages ressemblent un peu moins à des robots, même si l'image est encore une fois soit en beige et sépia, soit en noir et blanc.
et que l'aridité de l'environnement et l'aspect minimaliste, qui est voulu évidemment, apportent des bonnes choses, mais peut parfois montrer les limites du numérique. En fin de compte, peu importe que j'aime le film ou pas, s'il est dans le top, c'est bien parce que son style est unique et qu'il est porté par la vision sincère et passionnée de son réalisateur. La direction artistique se veut très minimaliste et l'approche des VFX est toujours aussi naturaliste, car comme pour le premier, il est tourné dans le désert en étant débarrassé de fond vert, ce qui implique un gros travail de rotoscopie, donc de détourage presque image par image. Le réalisateur et les acteurs peuvent alors se sentir beaucoup plus immergés dans l'environnement, en évitant que les fonds verts viennent potentiellement parasiter le cadrage et l'éclairage. Ma séquence préférée est celle où Paul Atreides chevauche le ver des sables pour la première fois. C'est clairement la seule des deux films où j'ai ressenti un véritable souffle épique dans la construction de la séquence, portée par la mise en scène, la musique toujours aussi bourrine d'Hans Zimmer et les CGI hyper impressionnants du ver géant et des simulations de sable à très grande échelle. J'avais mis le premier film en deuxième position il y a 3 ans, et même si ce second film est l'une des grandes réussites de l'année, il n'a plus l'effet de surprise du premier qui aurait pu le placer dans le top 3. En 4e place, La planète des singes, le nouveau royaume, réalisé par Wes Ball. 7 ans après la superbe fin de trilogie réalisée par Matt Reeves, une des plus vieilles sagas du cinéma est de retour. Et qui dit planète des singes, dit effets spéciaux remarquables, ou plutôt effets visuels remarquables depuis maintenant 15 ans. Le studio Weta FX, grand habitué des primates, réalise une nouvelle fois un travail incroyable sur le photoréalisme des singes, sans oublier la très belle faune et flore verdoyante d'une planète Terre complètement ravagée. La précédente trilogie demeure encore aujourd'hui une des plus grandes réussites de ces 20 dernières années en matière de CGI, en particulier pour le 2e et 3e film réalisés par Matt Reeves. Un peu à l'instar de David Jones, la formule a tellement bien fonctionné qu'on se demande comment il est possible de faire mieux. Et justement, j'ai pu voir certaines critiques qui trouvaient que ce dernier film était visuellement un peu moins réussi que la précédente trilogie. Et honnêtement, c'est un questionnement qui est très intéressant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une réussite comme ces deux-là ne tient pas à une seule règle, mais plutôt à un alignement exceptionnel de plusieurs dizaines de décisions allant de l'écriture du scénario jusqu'à l'étalonnage. Mais je parlerai sûrement de La planète des singes dans une autre vidéo un jour. En réalité, ce dernier volet est techniquement plus abouti que la précédente trilogie et bénéficie de 7 ans d'évolution technologique, grâce notamment au second Avatar sorti il y a 2 ans, qui lui a permis 2 évolutions majeures. La première concerne la performance capture, puisque ce n'est plus une seule caméra qui filme leur visage, mais une paire de caméras qui permet a posteriori de comprendre le volume et la profondeur du visage de l'acteur pour obtenir un modèle 3D animé, ce qui va ensuite générer avec du machine learning la correspondance vers le singe. À partir de là, on n'a en réalité qu'une base sur laquelle les animateurs affinent les mouvements pour qu'ils fonctionnent mieux sur le singe et que les intentions de jeu de l'acteur soient beaucoup plus lisibles. Autrement, c'est tout à fait possible que les animateurs reprennent tout de zéro pour être sûrs de reproduire parfaitement la performance de l'acteur tout en l'adaptant. La seconde avancée technologique majeure concerne évidemment la simulation de l'eau en 3D qui, en plus d'être physiquement plus réaliste, a l'avantage d'être beaucoup plus facilement paramétrable par les artistes. Le film est en 4e place devant Dune 2, de la même manière que j'avais mis La planète des singes Suprématie devant Blade Runner 2049 il y a 7 ans. C'est-à-dire que j'ai privilégié la fibre émotionnelle des effets visuels, la manière dont ils peuvent être au service des personnages, et en particulier des singes qui questionnent justement la nature humaine. Si le film n'est pas premier comme son prédécesseur, c'est non seulement parce qu'il n'a pas les mêmes qualités de mise en scène, mais aussi car l'histoire, bien que très intéressante dans son allégorie du fascisme, n'apporte pas grand-chose de plus que les 9 films précédents, car oui, on en est quand même au 10e, et a priori ce n'est pas terminé. En 3e position, Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez. Comme pour La planète des singes, on en est cette fois au 7e film de la saga, sans compter les 2 Alien vs Predator. Avant sa sortie, j'avais espoir de placer ce film dans le top, au vu des déclarations du réalisateur de revenir davantage vers les effets pratiques, et effectivement, il y a, je trouve, un excellent mélange d'effets réels et numériques, avec même un large panel de technologies utilisées, à commencer par les décors claustrophobiques en studio, et un éclairage à la fois très sombre, directionnel, coloré et atmosphérique, qui reprend non seulement l'esthétique du premier film, mais aussi beaucoup celle de l'excellent jeu vidéo Alien Isolation. Il y a 2 maquettes construites par le studio Pro Machina, avec le vaisseau au début du film, et le Corbellan à l'échelle 1/10, celui-ci n'est visible que sur 2 plans, filmés devant un écran LED,
puis laisse la place à la version numérique sur le reste du film. Le Xenomorph est conçu par le mythique studio Legacy Effect, puis ILM à Sydney, principal prestataire VFX, s'occupe d'obtenir une version 3D. Cette dernière version est utilisée sur tous les plans où elle effectue des mouvements rapides ou complexes. Les facehuggers, quant à eux, sont des animatroniques fabriqués par Weta Workshop, puis animés en 3D par ILM. Globalement, ILM s'est occupé des 2 premiers tiers du film, puis Weta FX est venu prêter un coup de main pour s'occuper du dernier tiers, en récupérant les assets d'ILM et en partageant des plans avec eux. En fait, la grande qualité du film est de presque toujours avoir une base ou une référence réelle pour les créatures et les vaisseaux, dans des environnements réels quand il ne s'agit pas de l'espace, avec un éclairage très sombre et contrasté. Ce type de lumière est absolument parfait pour intégrer des CGI, puisqu'il permet de cacher un maximum de choses. Souvenez-vous de Vermine l'année dernière qui jouait excellemment bien sur ce principe. Le fait d'alterner régulièrement entre réel et virtuel, même si les 3/4 des plans sont en numérique, permet non seulement de recréer un modèle 3D à l'identique du vrai, donc avec une construction et des détails plus naturels, et qui ne va pas changer toutes les 3 semaines, mais offre aussi une parfaite référence pour comprendre comment ils sont éclairés, comment ils réagissent à la lumière dans telle ou telle situation, et ce sont des informations qui facilitent énormément l'intégration des VFX. Le dernier effet important et particulièrement clivant est un spoiler sur l'apparition d'un personnage, donc je vous invite à cliquer sur le timecode si vous ne souhaitez pas le découvrir maintenant. Il s'agit de l'apparition de l'androïde Rook, copie conforme de Ash dans le premier Alien, interprété par Ian Holm, décédé il y a 5 ans. L'approche initiale était de la voir entièrement en animatronique, sauf que pour le visage, c'est très difficile d'obtenir quelque chose de fluide. L'anecdote plutôt amusante est qu'ils ont demandé à Weta Workshop de récupérer un moulage de l'acteur réalisé sur le Seigneur des Anneaux pour pouvoir reconstruire son visage. La production n'avait pas le budget pour que ILM anime un visage photoréaliste en 3D, c'est donc l'option de l'IA par le studio Metaphysique qui a été choisie pour donner vie à ses yeux et à sa bouche. Personnellement, le résultat ne m'a pas spécialement dérangé, bien qu'il soit imparfait, tout simplement car il s'agit d'un androïde complètement détruit, ce qui peut justifier un sentiment d'artificialité. Maintenant, peut-être qu'il aurait été préférable de garder uniquement l'animatronique, sachant qu'il a été fabriqué en seulement 2 mois au lieu de 4 à 6 en temps normal, ou alors tout simplement avoir un autre acteur, ce qui aurait été beaucoup plus simple, n'aurait dérangé personne, aurait été plus réaliste et aurait coûté moins cher. Pour autant, je trouve que l'utilisation du deepfake est intéressante, et j'arrive à comprendre l'envie du réalisateur d'avoir un résultat plus vivant que ce que l'animatronique pouvait offrir sur le plateau. D'ailleurs, le réalisateur n'a pas complètement été satisfait du résultat et a réussi à obtenir plus d'argent pour que le studio Metaphysique améliore le rendu pour les sorties en Blu-ray. Si Alien Romulus est parasité par le fanservice et n'apporte pas grand chose de nouveau, je l'ai quand même trouvé particulièrement efficace, avec une direction artistique et une photographie impeccable pour mettre en valeur tout type d'effets spéciaux dans les meilleures conditions possibles, en plus d'être visuellement et techniquement largement plus intéressant que Alien Covenant sorti en 2017. En deuxième place, Here, les plus belles années de notre vie, réalisé par Robert Zemeckis. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, mais la première est qu'il marque le grand retour de Zemeckis après le décevant Sacrée Sorcière, et surtout son Pinocchio que je n'ai pas eu le courage de regarder, tant il semble complètement dénué de toute personnalité. Mais cette fois j'ai adoré le film, qui malheureusement s'est complètement craché au box-office à cause de mauvaises critiques presse aux États-Unis, ce qui a poussé Sony à le sortir dans le monde entier avec la discrétion la plus totale. Quand il y a eu les premières infos sur le tournage du film et les technologies utilisées, il est vite devenu un candidat sérieux à une éventuelle première place de ce classement. Mais à quelques semaines de la sortie, la presse américaine était assez critique envers les CGI du film, ce qui m'avait un peu fait flipper, sauf qu'en réalité, même si je peux comprendre les critiques, le concept réussit selon moi à sauver l'éventuelle artificialité des CGI. Pour rappel, Here se propose de raconter l'histoire d'un lieu, d'une maison et de ses habitants, de l'extinction des dinosaures jusqu'à aujourd'hui, uniquement en plan fixe. La grande difficulté de Zemeckis est de réussir à créer de l'attachement et de l'émotion malgré l'artificialité du concept qui va également impacter les VFX. Le fait de rester en plan fixe durant tout le film, avec la même perspective, crée une forme de théâtralité et donc de mise en scène au sens littéral du terme. Cela rend presque obligatoire le tournage en studio avec un fond bleu ou vert pour pouvoir contrôler un maximum l'image, car sans mouvement de caméra ou changement d'axe,
tout ce qui compose le cadre doit être encore plus réfléchi que d'habitude pour pouvoir incorporer et donner de la vie à tout ce qu'il y a à raconter. Au théâtre, tout se déroule en plan fixe, dans un ou plusieurs espaces resserrés, ce qui n'est absolument pas réaliste, mais cela n'a pas d'importance, car ce qui compte le plus sont les personnages et l'histoire. Et bien c'est comme ça que j'ai tout de suite appréhendé les VFX du film, en me focalisant davantage sur leur ambition narrative que sur leur strict photoréalisme. Adapté d'un roman graphique, le film en reprend les codes avec plein de cases qui apparaissent et disparaissent, afin d'entremêler dynamiquement plusieurs trames narratives pour compenser l'absence de mouvement de caméra. À l'extérieur de la maison se trouve un écran LED pour afficher les multiples décors, et différentes passes de lumière, notamment un fond bleu et plusieurs couleurs et intensités, sont générées pour pouvoir changer ou améliorer l'extérieur en post-prod si nécessaire, mais également pour avoir les retours de lumière appropriés à l'intérieur de la pièce si l'arrière-plan a changé. Dineg est le principal prestataire des effets du film, en s'occupant notamment de la séquence d'introduction de 4 minutes qui retrace très brièvement l'histoire de l'humanité. Une équipe s'occupe également d'utiliser l'outil d'IA générative Magnifique pour améliorer et ajouter du détail sur les rendus 3D des environnements. Au total, il y a entre 185 et 200 plans truqués. Bien sûr, le point le plus important concerne justement l'IA, puisque 4 acteurs sont rajeunis numériquement pour montrer leur évolution physique au fil des décennies. Comme pour Alien Romulus, c'est le studio Métaphysique qui s'en occupe. Et c'est l'une des premières fois, aux côtés de Furiosa, sorti quelques mois plus tôt, que l'IA est quasi entièrement utilisée pour rajeunir un acteur. Ça commençait à se mettre en place avec le dernier Indiana Jones par exemple, mais sinon il s'agissait soit de retouches sur le visage pour affiner les traits, soit d'une création entièrement en 3D. Cette fois il y a même une double innovation puisque le rajeunissement peut être opéré presque en temps réel sur le tournage, avec seulement 6 images de décalage entre 2 moniteurs montrant le avant et après. L'IA est un sujet délicat, mais je trouve que son utilisation sur Here est passionnante et parfaitement compréhensible. Utiliser de l'IA pour obtenir des acteurs jeunes pendant tout un film, là ce serait très problématique, complètement stupide et sans intérêt. Mais rajeunir les acteurs sur plusieurs stades d'évolution, dans un film qui raconte toute la vie des personnages, là ça a du sens. Sachant que réaliser les visages entièrement en 3D aurait coûté extrêmement cher pour un résultat peut-être moins réaliste. Et que l'IA a permis d'obtenir un retour direct sur le plateau, permettant à toute l'équipe de comprendre immédiatement le résultat et d'ajuster les éléments de tous les corps de métier, contrairement au VFX où tout se fait en post-prod. À titre personnel, je suis ni pour ni contre l'IA, je crois surtout que la technologie doit servir l'artistique afin d'en comprendre les tenants et aboutissants de manière responsable. Je pense que ça peut être un outil intéressant pour assister le travail d'un artiste, à condition que ce ne soit pas une création entièrement par IA. Comme dans le cas des rendus 3D améliorés par exemple, que je trouve plutôt passionnant à titre expérimental, sachant qu'il s'agit de plans fixes et d'arrière-plans lointains. En ce qui concerne les rajeunissements et vieillissements, il faut avouer que cette technologie devient assez imbattable pour facilement représenter le même acteur sur plusieurs générations de manière plus réaliste et naturelle, en impliquant toute l'équipe de tournage. Robert Zemeckis a essuyé les plâtres de la performance capture au début des années 2000, qui est omniprésente aujourd'hui dans les blockbusters. Il essuie maintenant les plâtres de l'IA dans un film qui en offre logiquement l'opportunité. Après tout, Here est un film sur la place de l'individu à travers le temps, quoi de mieux que d'utiliser la technologie de demain pour raconter son histoire. Et enfin en première place, The Substance, réalisé par Coralie Farja. Les 2 premiers films de ce classement sont sortis le même jour en France, le 6 novembre, 2 salles, 2 ambiances, 2 visions radicalement différentes du cinéma et des effets spéciaux. Le second véhicule les émotions par le prisme d'une technologie numérique expérimentale, tandis que le premier le fait à travers une démarche artisanale pour atteindre une extrême viscéralité. The Substance a mis de nombreuses années à se construire et à se financer, et ça se voit dans le résultat final où tout est réfléchi, millimétré, que ce soit en termes de mise en scène, avec notamment les 20 premières minutes qui présentent l'histoire impeccablement sans beaucoup de dialogue, mais avec une ribambelle de symboles, que dans les effets spéciaux où chaque élément est conçu selon un storyboard. Il s'agit d'un film de monstres et il y a énormément d'effets pratiques, que ce soit dans les prothèses, les costumes, les miniatures, etc. Et la raison est toute simple, la réalisatrice déteste les VFX et CGI, et pas qu'un peu,
elle a vraiment essayé de les éviter comme la peste. Je trouve ça un peu dommage d'être aussi radicale, d'autant qu'elle ne pourra pas les éviter, mais dans le même temps, c'est ce qui permet aussi de proposer quelque chose de plus artisanal, de revenir aux fondamentaux des effets spéciaux pour leur donner du poids et de la chair que le spectateur n'oubliera pas. Malheureusement, je vais devoir spoiler si je veux en parler davantage, donc je vous invite à aller sur le timecode qui s'affiche si vous voulez d'abord découvrir le film. The Substance est intégralement tourné en France, mais en langue anglaise, par une réalisatrice française, mais majoritairement financée en Angleterre, ce qui n'en fait pas un film français. Il a coûté à peu près 17 millions de dollars, dont 12 millions venant de la plateforme de streaming Mubi. Le superviseur des maquillages et prothèses est Pierre-Olivier Persin, un des plus importants artisans français d'effets spéciaux, reconnu à l'international, où il a d'ailleurs œuvré, entre autres, sur les différentes prothèses du Comte de Monte Cristo sorties l'année dernière. Sur The Substance, il conçoit les évolutions corporelles des protagonistes, qui commencent doucement avec du maquillage, pour aller vers les prothèses et les costumes lors de la transformation finale de la version Demi-Moore. La créature finale, le Monstro, une sorte d'Elephant Woman, est cette fois un costume entier avec la tête de l'actrice incrustée numériquement, qui est en fait son visage filmé pour devenir un visage entièrement en 3D de manière à se mélanger parfaitement avec la peau du costume. Cette créature explose en pleine rue et devient le Blob, qui est complètement numérique lorsqu'il rampe au sol. Il y a une version fabriquée pour le tournage qui permet d'avoir une excellente référence de lumière pour la 3D et sert aussi lorsqu'elle fond au sol. C'est un modeste studio français, Noid, qui s'est occupé des créatures en 3D sur une trentaine de plans. Et la CGEV s'est chargée de tout le reste sur quelques centaines de plans. Un peu plus tôt dans le film, lors de la première transformation, des effets de lumière psychédélique, en référence à 2001 l'Odyssée de l'espace, sont réalisés avec des tubes de lumière rotatifs. Le film divise beaucoup, notamment sur toutes les références à d'autres œuvres, ce qui personnellement ne m'a pas dérangé, car je trouve qu'il réussit à se les réapproprier pour servir son histoire. Je vais pas tout passer en revue parce qu'il y a beaucoup d'effets en tout genre, visibles et invisibles, réels et numériques, mais s'ils fonctionnent aussi bien, c'est parce que la réalisatrice fait en sorte que le propos de son film, sur la perception du corps de la femme dans la société et plus largement l'acceptation de son corps, soit matérialisé de la manière la plus charnelle possible. L'horreur et le fantastique permettent d'utiliser les effets spéciaux pour exprimer les thématiques de manière métaphorique, afin de multiplier leur impact en les rendant plus expressives, et dans le cas présent plus subversives et viscérales. Si on ajoute à cela la vision d'une réalisatrice qui met consciemment tout en œuvre pour que les effets spéciaux de son film soient physiquement au plus proche de son récit, on obtient forcément un résultat très intéressant. The Substance est une œuvre jusqu'au boutiste dans sa narration et dans la quantité d'hémoglobine, mais également dans sa mise en scène, pleine de symbolisme, qui est à la fois millimétrée, exacerbée et parfois chaotique, qui va mettre en valeur les effets spéciaux en les rendant dérangeants, voire volontairement absurdes, mais toujours portés par une vision significative et des thématiques contemporaines. Voilà pour ce top 8 2024, mais avant de conclure, j'ai envie de faire quelques mentions spéciales de films que je n'ai pas mis dans le classement, mais qui sont intéressants sur certains aspects, à commencer évidemment par le grand absent, Furiosa, une saga Mad Max réalisée par George Miller. Alors lui, j'ai jamais autant hésité à mettre un film dans un top, et c'est terrible parce que c'est selon moi le meilleur film d'action de l'année, et de très loin. Je l'ai adoré, mais il faut avouer que malgré ses énormes qualités de mise en scène, je n'arrive tout simplement pas à passer outre le trop-plein de numérique, et surtout à le justifier. En fait, il y a une esthétique très numérique qui peut éventuellement accompagner la dimension mythologique de l'histoire, comme a pu le faire 3000 ans à t'attendre il y a 3 ans et qui était dans mon top, à la grande différence que cette esthétique ne concernait que les séquences mythologiques, alors que dans Furiosa, c'est tout le film. Ce qui non seulement le distingue négativement de Fury Road, mais surtout ne trouve pas de justification particulière, si ce n'est que le film a eu des galères de production, avec une ambition visuelle et narrative énorme qui les a forcés à intégrer beaucoup d'environnements virtuels. Sans parler d'un travail d'étalonnage que je trouve très intéressant en termes de couleurs, mais ne met absolument pas en valeur les VFX. On en revient un peu à ce que je disais sur Here, qui marche beaucoup mieux sur moi car il est au service d'un concept suffisamment puissant et rempli de contraintes pour me faire accepter plus facilement l'esthétique numérique. D'ailleurs, ils ont comme point commun le studio métaphysique pour le rajeunissement, encore une fois, de Anya Taylor-Joy sur plusieurs stades d'évolution. Au final, il y a plein de bonnes choses dans Furiosa en termes de VFX et de cascades impressionnantes, mais je n'ai tout simplement pas réussi à justifier sa présence dans le top.
On peut également souligner la qualité des requins dans Sous la Seine, qui fonctionne très bien, avec toutes les interactions et les simulations sous-marines qui vont avec, comme les explosions par exemple. Dommage que le film ne soit pas à la hauteur, surtout dans ces 20 dernières minutes où tout paraît complètement artificiel et plombe complètement le potentiel du film. On a aussi les jolies tornades d'ILM pour Twisters, ou encore les environnements CGI complètement photoréalistes de Washington dans Civil War, réalisé par Framestore, avec probablement le plus spectaculaire VFX breakdown de l'année, où la caméra se balade en plan séquence d'un environnement 3D à un autre. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, que ça vous a donné envie de découvrir des films. Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont œuvré dans les SFX et les VFX des 48 films affichés ici, plus tous ceux que j'ai sûrement oubliés. N'hésitez pas à partager en commentaire quels sont les effets spéciaux qui vous ont marqué en 2024, et quant à moi je vous dis à la prochaine.